Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Éco. Bonjour Laura Toledano. Bonjour Vicky, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale Europe de l'Ouest de Zalando, le leader européen de la mode en ligne. C'est parti pour un échange sans détour. Zalando, c'est quand même une fabuleuse histoire. Tout a commencé en 2008 dans un appartement à Berlin. Ses fondateurs vendaient des chaussures depuis cet appartement. Leur numéro de téléphone personnel, c'était le service client. Depuis, qu'est-ce qui a changé ? Alors, déjà, Robert et David sont toujours dans l'entreprise. L'appartement fait toujours partie des meubles, puisque c'est devenu presque un musée et on fait souvent des séminaires là-bas. Donc, il y a vraiment cette envie de rester connecté avec cet esprit entrepreneurial. Mais aujourd'hui, ça a changé d'échelle, puisqu'en quelques chiffres, Zalando, c'est 61 millions de consommateurs dans 29 pays européens, avec un chiffre d'affaires qui grandit, c'est une croissance à 2 chiffres. Et sur les 3 premiers trimestres de l'année, on a fait une croissance de plus de 13,8% pour un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards. Pendant la période Covid, le e-commerce a vraiment explosé. Ensuite, la concurrence s'est intensifiée, le marché s'est normalisé. Pendant longtemps, vous aviez la même stratégie partout en Europe. À quel moment vous vous êtes dit on ne peut pas continuer comme ça ? En fait, à partir du moment où on a l'ambition de devenir numéro 1 dans chacun des pays d'Europe, alors nous n'avons pas le choix que de s'adapter aux clients locaux. La mode, c'est une industrie particulière et on a des habitudes de consommation différentes d'un pays à l'autre. Et donc, si finalement on veut grossir et être numéro 1, il faut s'adapter, avoir une stratégie locale. Et donc, même si on avait quelques adaptations, cette volonté de créer des régions et une stratégie par pays est vraiment née il y a 5 ans. Qu'est-ce qui change entre un acheteur allemand, français et suédois, par exemple ? Alors, l'acheteur français, il aime la mode. On fait partie du pays de la mode. Il aime l'inspiration, il aime le beau produit, les marques. Il faut que le contenu et les visuels soient beaux. Le client allemand est beaucoup plus pragmatique, plus transactionnel. Il va trouver son t-shirt, il va l'acheter en 3 coloris. Le client des Nordiques, par exemple, va aimer les petites marques très locales. Donc voilà, on a des adaptations, des habitudes de consommation différentes. Dans le commerce en ligne, l'un des grands sujets, c'est évidemment les retours. Ça vous coûte très cher. Qu'est-ce que vous faites pour les limiter ? Alors nous, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Ça a toujours fait partie de l'ADN de Zalando. C'est d'ailleurs sa force. Et c'est comme ça qu'on a réussi à scaler un peu notre business. Et donc du coup, l'intelligence artificielle va nous aider à faire de meilleures recommandations de taille. Donc je vous donne un exemple très concret. Vous achetez une paire de baskets en taille 40. Vous la recevez, elle taille trop petit. Eh bien, dans la raison de retour, vous avez marqué taille trop petit. Mais vous n'êtes pas la seule. Toutes les personnes qui auront acheté la même paire de chaussures la renverront avec la même raison de retour. Et nous, on va agréger toutes ces raisons-là. On va dire, ah, attention, warning, si c'est trop petit, on va recommander à nos clients de prendre une taille au-dessus de leur taille habituelle. Et donc, cette recommandation de taille sur la fiche produit nous a permis d'améliorer, par exemple, de 10% le taux de retour. On a également créé une cabine d'essayage virtuel. Vous prenez des photos de face et de profil et ça va vous créer un avatar en ligne et vous allez pouvoir projeter finalement... Oui, on la voit là. Voilà. Vous allez pouvoir projeter vos produits et choisir la taille dès le premier instant. Ça peut améliorer jusqu'à 40% le taux de retour. Que deviennent ces retours chez Zalando ? Il y a des enquêtes qui ont été menées par des journalistes allemands ou suisses qui affirment qu'une grande partie de ces retours parcourent de nombreux kilomètres avant d'être finalement détruits. Est-ce que c'est le cas ? Non, honnêtement non. 98% des retours que nous recevons dans nos entrepôts sont finalement réinjectés dans le circuit. Déjà parce qu'on a un réseau logistique de 14 entrepôts et donc quand on a un retour même qui vient d'Allemagne, il peut être revendu après dans d'autres pays. Donc en fait, tout est revendu soit chez Zalando, soit dans nos sites événementiels comme Privé by Zalando. Et puis après ces 98%, on a d'autres façons d'évacuer notre stock. On a des outlets physiques en Allemagne, on fait des dons à des associations ou alors on vend à des grossistes. Et il y a une infime vraiment part de ces retours qui ne sont finalement pas réinjectés, qui sont détruits, mais pour des raisons sanitaires par exemple. Donc on reçoit un retour d'un produit de beauté qui a été ouvert et utilisé, évidemment on le détruit, on ne le remet pas en vente. Mais c'est infime. Vous allez fermer d'ici la fin de l'année votre entrepôt historique en Allemagne, c'est 130 000 m². 2700 personnes vont être licenciées. Pourquoi ce choix ? C'est pour faire face à la concurrence chinoise, Shein, Temu ?
Alors non, pas du tout. En fait, la logistique, déjà, ça se réfléchit dans le temps long. Vous ouvrez des entrepôts, là, ça fait plus de 10 ans qu'Airfoot existe. Voilà, c'est des temps longs, on réfléchit. Le réseau logistique, c'est 14 entrepôts. Et on a fait un peu notre audit, notre travail de se poser, et une étude approfondie, de dire quels sont les sites dont on a besoin, quelles sont les zones qui sont plus ou moins bien couvertes, comment est-ce qu'on modernise notre parc, etc. Et on a pris la décision, ça a été difficile, de fermer Airfoot pour se concentrer finalement sur d'autres sites mieux répartis sur le territoire européen, plus moderne. Et donc, par exemple, c'est comme ça qu'on va ramp up beaucoup plus rapidement notre nouveau site de Gießen en Allemagne ou le site de Montreux-sur-le-Jard qui fait 140 000 m² à côté de Paris. Vous avez vos marques propres aussi et certaines sont spécialisées pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Ce sont des personnes qui sont trop souvent oubliées par la mode. Alors oui, très clairement, en fait, il est assez difficile de trouver des collections qui soient à la fois mode, à prix accessible et qui répondent vraiment aux besoins des personnes en situation de handicap. Nous, on a commencé à travailler en 2020 sur le sujet. La première collection est sortie en 2022 et elle a été co-construite à la fois avec des acteurs comme Autoboc, qui sont spécialistes des prothèses, mais également des personnes en situation de handicap qui sont venues, qui ont testé les produits, qui les ont améliorés et qui nous ont aidés à construire cette collection. Et c'est une très grande fierté parce qu'elle s'adresse à ces personnes-là en particulier, mais aussi, par exemple, à des personnes vieillissantes qui auraient moins de dextérité ou à un enfant qui s'est cassé un bras. Donc finalement, l'utilité de ces collections de mode adapté va bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Vous êtes l'une des rares plateformes en Europe à pouvoir rivaliser avec des géants américains ou chinois. Est-ce que vous avez l'impression de jouer à armes égales face à eux? Nous, ce qu'on demande, c'est finalement un cadre réglementaire qui soit harmonisé au niveau européen et qui protège et qui soit équitable. Voilà. Donc ce qu'on demande simplement, c'est qu'on applique les lois. Pour l'instant, les lois ne sont pas appliquées? Non, les lois ne sont pas appliquées. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Alors heureusement, la Commission européenne a finalement adopté le fait que pour tout colis en dessous du seuil de 150 €, des droits de douane seraient appliqués. Pour moi, et ça c'est vraiment le message que j'aimerais bien faire passer, la seule façon que ça fonctionne, c'est d'avoir des lois harmonisées au niveau européen qui soient appliquées à l'Europe comme un bloc uni. Et donc, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette loi anti-fast fashion, toujours en discussion entre la France et Bruxelles? Qu'elle apporte et qu'elle arrive à finalement distinguer les acteurs qui respectent la loi comme Zalando, nous, on est là pour soutenir les marques et l'industrie retail et de la mode et du lifestyle en Europe, en soutenant ces marques, en leur donnant accès finalement à nos 61 millions de consommateurs, en respectant les lois, en payant nos impôts, en payant les douanes, que tout le monde puisse être mis à la même enseigne. Je vous propose maintenant que l'on parle de vous. Avec plaisir. Dans Parlons Éco, j'ai voulu une émission qui parle d'économie, évidemment, mais aussi des hommes et des femmes qui la font. Et donc, à chaque fois, je demande à mes invités d'apporter un objet qui leur est cher, un objet qui a parfois changé leur vie. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous apporter? Alors, moi, c'est un peu moins original, mais j'ai pris mon téléphone portable pour une simple et bonne raison, ça fait le lien entre ma vie du quotidien et ma vie professionnelle. D'ailleurs, les photos de vos trois enfants. Voilà, je clique dessus, je vois l'heure, mais je vois surtout le visage de mes 3 enfants qui me font une grimace. Ça me fait sourire, ça me donne de l'énergie et ça me permet d'être connectée à eux et de ne jamais les perdre de vue ce qui se passe dans leur vie. Donc voilà, cet objet-là, il est important pour moi parce qu'il crée ce lien au quotidien. Au moment de postuler chez Zalando, vous étiez enceinte de votre 3e enfant. Vous avez eu peur que cela vous freine dans votre carrière? Vous avez eu peur de leur annoncer ou pas du tout? Alors, déjà, c'était une évidence qu'il fallait leur annoncer. J'étais à 8 mois de grossesse. Donc, oui, mais les entretiens se faisaient en visio. Exactement, c'était l'époque Covid. Donc, j'étais obligée de dire, vous savez, ça ne se voit pas forcément, mais je suis enceinte de 8 mois. Donc voilà, j'ai dû le préciser. Pour moi, la vie personnelle a toujours été ma priorité. Donc ce 3e enfant, j'étais ravie de l'accueillir. Et je me suis dit aussi que si Zalando ne le voyait pas de la même façon et n'était pas prêt à attendre les 6 mois du congé maternité pour le 3e, peut-être que les valeurs n'étaient pas alignées et que c'était pas la bonne opportunité. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez enfant? Alors, j'avais pas de rêve très particulier. Je me suis jamais dit que je serais chanteuse. En revanche, mes grands-parents avaient une boutique où ils vendaient des vêtements et j'étais tout le temps dans l'arrière-boutique, notamment les mercredis après-midi où ils me gardaient. Et j'ai toujours été complètement fascinée par la vente. Et donc, je crois que cet esprit de commerçant, me vient de là. Et donc, j'ai toujours eu quand même une certaine attirance pour la mode. Et vous auriez imaginé un jour être à la tête du leader européen de la mode en ligne? Franchement, non. Et je suis plutôt de cette nature à me laisser guider par mes envies. Donc, j'ai pas une carrière toute tracée où je sais exactement où je serai dans 10 ans. Moi, je suis très curieuse, j'aime apprendre. Et donc, j'aime me laisser guider aussi par mon instinct et mes envies. Vous avez fait du scoutisme quand vous étiez plus jeune.
Qu'est-ce que vous en avez gardé? Est-ce que ça influence aujourd'hui votre style de management? Alors complètement. C'est-à-dire que moi j'étais une petite fille timide, je viens d'une famille de 4 sœurs, j'étais la deuxième, vous connaissez la place de la deuxième, c'est toujours un peu compliqué en tout cas. Moi ça l'était. Et le scoutisme m'a permis de me révéler en termes de valeurs, puisque déjà on a tous un uniforme, donc on est tous au même niveau, il n'y a pas de différence. Et en fait on pousse chacun à se révéler, à révéler son caractère, à prendre parti, à avoir un rôle spécifique. Ça peut être un rôle de leader, mais ça peut être un rôle plus caché, un rôle d'accompagnateur. Vraiment, j'ai adoré. J'ai rencontré mon mari en étant animatrice d'ailleurs dans ce mouvement de jeunesse. Et mes enfants y sont aussi. Voilà. Vous êtes passé par plusieurs grands groupes, notamment Monoprix, avant d'arriver chez Zalando. Est-ce que vous avez eu des moments de doute dans votre carrière, des moments de remise en question, et comment vous avez rebondi? Alors, moi, j'ai des doutes tous les jours. C'est-à-dire que je me remets en question tous les jours. C'est vraiment ma personnalité de toujours me demander, est-ce que je vais au bout des choses? Est-ce que je ne peux pas mieux faire? Est-ce que... Non, c'est sympa, hein, mais est-ce qu'on peut pas aller à l'étape d'au-dessus? Vous avez confiance en vous? Alors, je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Maintenant, oui, j'ai vraiment repris confiance. Mais je pense que ces moments de doute étant enfant m'ont permis de toujours me remettre en question, de toujours m'adapter. J'ai une adaptabilité très forte. Je sais très bien m'adapter à différentes personnalités, à différentes entreprises. Et c'est ce qui me fait tout le temps rebondir et être tout le temps dans l'action, avec cette volonté de toujours d'aller à l'étape d'après. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? De me sentir libre. Libre de mes choix, de ne jamais me sentir prisonnière, de toujours, voilà, ça ne te convient pas, tu t'en vas. Voilà, cette liberté, elle est très présente chez moi au quotidien. Et vous vous êtes toujours senti libre? Alors non, parfois on se sent un peu moins libre parce qu'on se dit, mais j'ai la contrainte, j'ai les enfants. Et puis finalement, c'est toujours revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Qu'est-ce qui se passe au pire? Voilà, donc c'est toujours revenir un peu à ces questions existentielles qui m'aident à prendre des décisions. Vous fonctionnez à l'instinct dans vos choix? Alors oui, évidemment qu'il y a toujours un peu d'instinct qui me guide, mais j'ai toujours besoin de me baquer avec de la data, me baquer avec... Bien sûr, mais je veux dire dans vos choix de carrière. Oui, oui. J'ai besoin que les opportunités me donnent envie, m'excitent. Voilà. En général, quand on m'appelle sur une belle opportunité comme Zalando, tout de suite, je m'étais mise à chercher, à faire mon cas d'école, à travailler, quelle serait la stratégie. Donc oui, il faut qu'il y ait une envie. Un jour, on vous a dit non et ça a tout changé? Alors, il est possible qu'on m'ait dit non et que c'est changer des choix. Moi, c'est pas comme ça que je réagis. C'est-à-dire que j'ai dû avoir plein de non dans ma vie, mais un non donne aussi lieu à une autre opportunité. Il faut rebondir sur le non. Donc en fait, moi, je suis de cette nature à toujours... Vous les oubliez, les noms? En fait, je les oublie. Bien sûr qu'on m'a dit non parfois, des opportunités en interne, etc. Mais je pourrais même plus vous dire précisément lesquelles, puisque ça m'a fait rebondir sur autre chose. Ça m'a ouvert d'autres portes et j'en suis très heureuse. Je vous propose maintenant une parenthèse beaucoup plus légère, 45 secondes de questions tac au tac. Vous êtes partante? Allons-y. Qu'est-ce qui vous agace? La mauvaise foi. Et comment vous réagissez dans ce cas-là? Ah là là, je suis obligée de dire à la personne, mais tu vois bien que c'est de la mauvaise foi, puisque... Donc j'essaie vraiment de lui faire dire que c'est... Voilà, la mauvaise foi, c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça arrive à... Soyons responsables de nos actes. Votre plus grande fierté? Mes enfants. Très clairement, mes enfants, c'est bateau, mais c'est la vérité. Je les vois tous les jours, j'en suis extrêmement fière. Sans eux, je ne serais pas aussi heureuse. Une phrase qu'on vous répète beaucoup trop souvent. On a toujours fait comme ça. Ça, c'est la phrase qui énerve n'importe quel leader, je pense, en entreprise. Voilà, c'est normal de toujours évoluer, de toujours se remettre en question. Quelque chose qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Donc se remettre en question, avancer, retester, c'est très important. Le conseil que vous donnez le plus souvent? Alors, moi, ce que je donne le plus souvent, c'est de ne pas s'arrêter à l'évidence. Voilà, de toujours, à nouveau, penser à l'étape d'après et de creuser, d'être curieux, de s'intéresser, d'être ouvert. Pour moi, c'est très important. Votre plus beau voyage? La Jordanie, en famille, c'était magnifique. Votre premier geste le matin, le dernier, le soir? Alors, évidemment, embrasser mes enfants, mais je dirais aussi ma routine beauté que je fais sur Zalando. Voilà. Merci à vous d'avoir été notre invité, Laura Toledano. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. C'était la première émission de Parlons Éco. Je vous propose qu'on immortalise cette émission avec un selfie. Avec grand plaisir.